Le 7e mars 1944, à 8h30, le vice-amiral Jisaburo Ozawa se tenait sur la passerelle. Porte-avions Taiyo, contemplant le lever du soleil sur le mouillage de Lingerode, au large de Sumatra. Le navire, sous ses pieds, représentait 32 mois de labeur, 16 000 tonnes d'acier et tout l'espoir qui restait à la marine impériale japonaise. Le Taiyo était le seul porte-avions de flotte construit spécifiquement à cet effet que le Japon est mis en service depuis le début de la guerre. Un seul porte-avions en 32 mois. Ozawa avait reçu des rapports de renseignement 3 jours plus tôt. Les Américains avaient mis en service 17 nouveaux porte-avions pendant cette même période. 17, et ils n'avaient pas compté les plus petits. Ces chiffres étaient incohérents. Ils contredisaient tout ce que Ozawa savait des capacités industrielles, des limites des chantiers navals et des délais de construction. Le Japon avait passé des décennies à se doter de la meilleure flotte de porte-avions au monde. Les Américains étaient censés être partis de rien. Pourtant, en un temps record, les chantiers navals américains lançaient de nouveaux porte-avions chaque mois, soit plus rapidement qu'il n'en avait fallu au Japon pour construire un Taiyo. Ozawa savait ce que ces chiffres signifiaient. Les Japon avaient déjà perdu la guerre. Les combats allaient se poursuivre pendant 16 mois. Des milliers d'hommes allaient encore mourir. Mais l'issue du conflit se jouait sur des calculs, de l'acier et des chalumeaux, dans des chantiers navals situés à plus de 11 000 kilomètres de là. La question qui hantait Ozawa était simple. Comment avait-il fait? Le Japon entra en guerre avec la force de porte-avions la plus puissante jamais constituée. Porte-avions d'escadre, 2 porte-avions légers, tous modernes, tous ayant fait leurs preuves au combat. La flotte américaine du Pacifique disposait de 4 porte-avions. Le Japon bénéficiait d'une supériorité numérique, d'une supériorité tactique et de 20 ans de développement de sa doctrine navale. La marine japonaise construisait des porte-avions depuis 1922. Elle maîtrisait les opérations aéronavales mieux que toute autre marine au monde. Ses pilotes étaient les mieux entraînés. Ses avions avaient été testés au combat. Ses tactiques avaient été affinées au fil des années de guerre en Chine. Les porte-avions américains, eux, n'avaient pas été mis à l'épreuve. Les pilotes américains étaient inexpérimentés. La doctrine américaine était théorique. Sur le papier, le Japon aurait dû dominer la guerre aéronavale pendant des années, mais les apparences sont trompeuses. En décembre 1941, le Japon savait qu'il était confronté à un problème fondamental. Les États-Unis disposaient d'une capacité industrielle 10 fois supérieure à la sienne. Production d'acier brut, capacité des chantiers navals, fabrication de machines-outils, tout favorisait les États-Unis dans des proportions qui semblaient insurmontables. L'amiral Isoroku Yamamoto le comprenait mieux que quiconque au sein du haut commandement japonais. Il avait été attaché naval à Washington. Il avait visité des usines américaines, des chantiers navals américains, des infrastructures industrielles américaines. Il avertit le gouvernement japonais que le Japon pourrait remporter des batailles pendant 6 mois, peut-être 1 an. Après cela, la puissance industrielle américaine surpasserait tous ceux que le Japon pourrait produire. Le gouvernement l'ignora. Il croyait que le moral pouvait triompher de la force brute. Il croyait que le génie tactique pouvait vaincre la supériorité numérique. Il croyait que la culture guerrière du Japon lui conférait un avantage que les usines ne pouvaient égaler. Il se trompait. Le premier porte-avions perdu par le Japon fut le Shoho, coulé le 7e, 1942, lors de la bataille de la mer de Corail. Il sombra après avoir encaissé 13 bombes et 7 torpilles lancées par des avions américains embarqués. Le Shoho était un porte-avions léger de 11 000 tonnes, initialement un ravitailleur de sous-marins. Il embarquait 30 avions. Sa perte fut significative, mais non catastrophique. 1 mois plus tard, le Japon perdit 4 porte-avions en une seule journée, à Midway. El Akagi, les Kaga, les Soryu et les Hiru, perdus à jamais. Coulés par des bombardiers en piqué américains lors un combat qui dura 6 minutes. Ces 4 porte-avions représentaient 20 ans de développement naval, japonais 40, 1000 tonnes de puissance de combat irremplaçable et 250 avions.
et l'état-major de la marine impériale japonaise à Tokyo reçut les rapports et commença immédiatement à calculer les délais de remplacement. La construction de El Akagi avait duré 4 ans, celle du Kaga 6 ans, celle du Soryu 3 ans et celle du Hiryu 4 ans. Durée moyenne de construction, 4 ans et 3 mois par porte-avions. 4 navires padus, 17 ans de construction nécessaires pour les remplacer. Le Japon disposait de 3 grands chantiers navals capables de construire des porte-avions. El Arsenal Naval de Yokosuka, El Arsenal Naval de Kure et les chantiers naval Kawasaki à Kobe. Tous 3 fonctionnaient à plein régime, construisant des destroyers, des croiseurs, des sous-marins et des navires marchands pour compenser les pertes au combat et soutenir les opérations offensives. Remplacer 4 porte-avions aurait nécessité de consacrer les 3 chantiers navals exclusivement à la construction de porte-avions pendant près de 6 ans. Cela signifiait pas de destroyers, pas de croiseurs, pas de sous-marins, pas de navires marchands. Le Japon ne pouvait pas se le permettre. La guerre exigeait tout. L'état-major de la marine prit une décision. Il faudrait construire un nouveau porte-avions, le Taiyo, dont la quille avait été posée avant Pearl Harbor. Il faudrait convertir des navires marchands et des ravitailleurs d'hydravions en porte-avions légers. Il faudrait concevoir une nouvelle classe de porte-avions plus petits et moins coûteux qui pourrait être construit plus rapidement. Le plan semblait raisonnable sur le papier. Le Taiyo assurerait la capacité de construire un porte-avions. Les conversions permettraient d'assurer des remplacements transitoires. Les nouveaux porte-avions de classe Unryu devaient à terme restaurer la puissance numérique du Japon. C'était un plan logique, soigneusement élaboré et doté de ressources adéquates. Ce fut un échec total. La quille du Taiyo fut posée le 10e juillet 1941. Le navire fut lancé le 7 avril 1943 et mis en service le 7e mars 1944, soit 32 mois entre la pose de la quille et sa mise en service. C'était en réalité un délai rapide pour un porte-avions japonais. Le Shokaku et le Zuikaku, dont les quilles avaient été posées fin 1937, avaient nécessité respectivement 44 et 45 mois de construction. Le Japon avait considérablement amélioré son calendrier de construction de porte-avions. 32 mois constituaient une performance remarquable. Les Américains mirent en service l'USS Essex le 30 et 1er décembre 1942. Sa quille avait été posée le 28e avril 1941, soit 20 mois plus tard. L'Essex était plus grand que le Taiyo. Il déplaçait 27 100 tonnes standard contre 29 300 tonnes pour le Taiyo. Il embarquait 90 avions contre 75 pour le Taiyo. 20 mois. Les Américains avaient construit un porte-avions plus grand et plus performant en 37% de temps en moins que le programme de construction le plus rapide du Japon. Mais là n'était pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'était que l'Essex n'était que le premier. En janvier 1943, le Lexington entrait en service suivi du Yorktown, du Bunker Hill, de l'Intrepid, du Hornet et enfin du Franklin. En décembre 1943, les Américains avaient mis en service 11 porte-avions de classe Essex. Moins d'un an plus tard, le Japon mettait en service le Taiyo, un porte-avions. En 1944, l'état-major de la marine à Tokyo étudia les rapports de renseignement. Ils vérifièrent les chiffres à plusieurs reprises. Ils supposèrent que la propagande américaine gonflait les chiffres. Production. Mais les avions de reconnaissance le confirmèrent. Les renseignements photographiques le confirmèrent. Les communications radio interceptées le confirmèrent. Les Américains lançaient des porte-avions plus vite que le Japon ne pouvait former des pilotes. Comment? La réponse commence avec un homme nommé Henry Kaiser. Avant 1941, Kaiser n'avait jamais construit de navire. Ingénieur en construction, il avait bâti des barrages, des routes, des ponts, le barrage Hoover, le barrage Bonneville, le barrage Grand Coulé, d'immenses structures en béton qui nécessitaient le déplacement de quantités colossales de matériaux et la coordination de milliers d'ouvriers. En 1941, la Commission maritime américaine avait besoin de cargos. Des centaines, des milliers, des navires pour transporter vivres, carburant, munitions, chars, avions
et troupes à travers l'Atlantique et le Pacifique. Les chantiers navals traditionnels estimaient qu'il fallait 6 mois pour construire un cargo. C'était la norme. C'était ainsi que fonctionnait la construction navale. On posait la quille, on construisait le navire de bas en haut, on rivetait les plaques d'acier, on installait les moteurs, on mettait la coque à l'eau, puis on passait des mois à aménager l'intérieur, 6 mois par navire. La commission maritime avait besoin de 2000 navires. Cela aurait nécessité 1000 ans de capacité de chantier naval. Kaiser, lui, voyait le problème autrement. Il ne voyait pas des navires mais des structures en acier décomposables, en éléments préfabriqués, dans des usines distinctes, puis assemblés au chantier naval. Au lieu de construire les navires de bas en haut, pièce par pièce, Kaiser proposa de les construire à partir de sections soudées. Les constructeurs navals traditionnels affirmèrent que c'était impossible. Le rivetage était une technique éprouvée. La soudure, elle, était risquée. Les soudures pouvaient céder. Des fissures pouvaient se propager et briser le navire en deux. Kaiser décida de prendre le risque. Il construisit 4 chantiers navals à Richmond, en Californie, sur la baie de San Francisco. Il embaucha des ouvriers venus de tout le pays. La plupart n'avaient jamais vu de navire. Beaucoup étaient des femmes. Beaucoup étaient des Afro-Américains qui s'étaient vus refuser l'accès au chantier naval. L'expérience importait peu à Kaiser. Ce qui comptait pour lui, c'était l'organisation. Il divisa la construction navale en modules. Chaque module était construit dans un atelier de préfabrication distinct. Pants, cloisons, sales des machines, superstructures. Tout était décomposé en éléments, pouvant être assemblés par des ouvriers maîtrisant uniquement la soudure de chaque pièce. Les modules étaient construits sur le côté ou à aile envers, selon aile orientation, facilitant le soudage. Ils étaient ensuite acheminés sur la cale de halage par des imposantes grues, mises en place et soudées. La construction du premier Liberty Ship par Kaiser prit 196 jours. Le 10e 45 jours. En 1943, les chantiers navals de Kaiser achevaient les Liberty Ships en 42 jours en moyenne. Le record fut de 4 jours 15 heures et 29 minutes. Le SS Robert E. Peary, construit en novembre 1942 comme coup de publicité. Pour démontrer le potentiel de cette technique, fut construit en 4 jours. Les chantiers navals traditionnels annonçaient 6 mois. La technique fonctionnait pour les cargos. Serait-elle applicable aux porte-avions? Kaiser proposa d'adapter ces méthodes pour produire des porte-avions. D'escorte, des porte-avions plus petits, construits sur des coques de navires marchands, conçus pour la protection des convois et le soutien à terre plutôt que pour les opérations navales. La marine était sceptique, les porte-avions étaient complexes, ils nécessitaient des équipements spécialisés, une main-d'œuvre qualifiée et des années d'expérience. Kaiser dit essayer. Son chantier naval de Vancouver dans l'État de Washington posa la quille du porte-avions d'escorte Casablanca le 3e novembre 1942. Le navire fut lancé le 5 avril 1943 et mis en service le 8 juillet 1943, soit 8 mois entre la pose de la quille et la mise en service. La marine souhaitait 50 porte-avions d'escorte. Kaiser en livra 50 en 14 mois, soit un tous les 8 jours. L'état-major de la marine japonaise à Tokyo reçut ces rapports et les considéra comme erronés. Produire un porte-avions tous les 8 jours était matériellement impossible. Cela violait tous les principes de l'architecture navale. Mais les rapports continuèrent d'affluer et furent confirmés par les combats. Fin 1943. Les groupes aéronavals américains déployés dans le Pacifique atteignaient des Effective Tactical Incoherence, Dawes, Queens, voire 18 porte-avions au sein d'un même groupe. La flotte japonaise, quant à elle, ne comptait que 6 navires. Les Américains déployaient donc des groupes aéronavals plus importants que l'ensemble de la flotte japonaise. D'où provenaient ces navires et pas seulement des porte-avions d'escorte de Kaiser. Les porte-avions de classe Essex arrivaient par escadrille. Le secret résidait dans la même technique de préfabrication appliquée à la construction des porte-avions. Le chantier naval Newport News Shipbuilding, en Virginie, construisait des porte-avions depuis les années 1930. Maîtrisant la construction de porte-avions, il savait que cela prenait des années, mais il s'était inspiré des méthodes de Kaiser pour les cargos. Ils commencèrent
a préfabriqué les components des porte-avions. Sections de coque, ponts hangars, ponts d'invol, superstructures centrales, tous construits dans des ateliers séparés, puis acheminés vers la cale sèche pour l'assemblage final. Ils remplacèrent le rivetage par le soudage chaque fois que cela était possible. Le soudage était plus rapide, nécessitait une main-d'œuvre moins qualifiée et permettait d'obtenir des structures plus légères. Ils ont standardisé les plans. Chaque porte-avions de classe Essex utilisait les mêmes plans, les mêmes composants et le même équipement. Les ouvriers apprenaient à construire un module, puis en construisaient des dizaines d'identiques. Ils ont rationalisé les séquences de construction. Au lieu d'attendre la fin d'une section avant de commencer la suivante, plusieurs sections étaient construites simultanément à différents endroits, puis assemblées. L'USS Franklin, construit à Newport News, a été mis en chantier le 7e décembre 1942, lancé le 14e octobre 1943 et mis en service le 31e janvier 1944. 13 mois se sont écoulés entre la pose de la quille et la mise en service. Et c'était même pas un record. Plusieurs porte-avions de classe Essex ont été achevés en 14 à 16 mois. La moyenne était de 18 mois. Le Taiyo japonais a nécessité 32 mois. Les chantiers navals américains construisaient des porte-avions 2 fois plus vite que les chantiers japonais et en construisaient plus du double. Au moment de la mise en service du Taiyo en mars 1944, les Américains disposaient de 17 porte-avions de classe Essex en service ou en construction, soit un ratio de 17 pour 1. Ce ratio était encore plus défavorable si l'on incluait les porte-avions légers et d'escorte. L'Amérique exploitait plus de 100 porte-avions de tous types. À la mi-1944, le Japon possédait 9 porte-avions. La marine japonaise tenta de s'adapter et commanda 14 porte-avions de classe Unryu. Plus petits que les Taiyo, plus simples à construire et conçus pour une production en série, les Unryu étaient basés sur la conception d'avant-guerre des Ryu, modernisés tout en utilisant des technologies éprouvées et des composants standardisés. Ils déplaçaient 17 150 tonnes, embarquaient 5 avions et pouvaient atteindre une vitesse de 34 nœuds. Ils étaient destinés à être la réponse japonaise aux porte-avions de classe Essex. Trasfurent HVS, el Unryu, el Amagi et le Katsuragi. L'Unryu fut mis en service le 6e août 1944. L'Amagi fut mise en service le 10 août 1944 et le Katsuragi le 15e octobre 1944. 3 porte-avions en service en 10 semaines. Cela semblait être un progrès. Le Japon accélérait sa production de porte-avions, sauf que les Américains mirent en service 9 porte-avions de classe Essex durant la même période. Les Japonais ne pouvaient suivre le rythme. À chaque augmentation de leur production, les Américains la surpassaient. Pire encore, le Japon était à court de ressources. La construction d'un porte-avions exige de l'acier, beaucoup d'acier. Un porte-avions de classe Essex contenait environ 27 000 tonnes de plaques d'acier de construction et de blindage. Les États-Unis produisirent 60 millions de tonnes d'acier en 1940, 3,80 millions de tonnes en 1944. Le Japon, quant à lui, en produisit 8 millions de tonnes en 1943 et 6 millions de tonnes en 1944. L'industrie sidérurgique américaine produisait 10 fois plus d'acier que la capacité industrielle totale du Japon. Ce déficit d'acier eut des répercussions sur tous les aspects de la construction navale. Les chantiers navals américains disposaient d'acier en abondance. Ils pouvaient construire des coques, des blindages, des machines, tout ce dont ils avaient besoin. Si une section était endommagée ou mal construite, elle était mise au rebut et remplacée. Les chantiers navals japonais, quant à eux, rationnaient l'acier. Chaque plaque était précieuse. Les erreurs devaient être réparées et non remplacées. La construction ralentissait car les ouvriers passaient leur temps à corriger les erreurs au lieu d'avancer. Les chantiers navals américains possédaient des machines-outils, des tours, des perceuses à colonnes, des fraiseuses. Toutes modernes, toutes motorisées, capables d'un travail de précision à grande vitesse. Les chantiers navals japonais, eux, rationnaient les machines-outils. Nombre d'entre elles étaient anciennes, usées
et tombaient en panne. Les pièces détachées étaient rares. La production ralentissait car les machines tombaient en panne et les ouvriers attendaient les réparations. Les chantiers navals américains disposaient d'équipements de soudage. Des milliers de postes de soudage, de chalumeaux oxyacétyléniques, de soudeuses à l'arc électrique, tous standardisés et entretenus. Les chantiers navals japonais, eux, rationnaient les équipements de soudage. Nombre d'entre eux utilisaient encore le rivetage faute de capacité de soudage suffisante. Ce manque s'étendait également à la main-d'œuvre qualifiée. En 1943, les chantiers navals américains employaient 2 millions de personnes. Nombre d'entre elles étaient novices en construction navale, mais elles furent rapidement formées grâce à des méthodes standardisées et des tâches simples et répétitives. Le chantier naval Kaiser de Richmond, à lui seul, employait 90 000 personnes à son apogée. C'était plus que les 3 principaux chantiers navals japonais réunis. La main-d'œuvre de Richmond était radicalement différente des équipes traditionnelles des chantiers navals. 40% d'entre elles étaient des femmes. Beaucoup n'avaient jamais occupé d'emploi industriel auparavant. Il s'agissait d'épouses, de fermiers, du Midwest, d'institutrices de petites villes, rurales, d'employés de bureaux venus de toutes les villes américaines. Elles apprirent à souder en 2 semaines de formation, à manœuvrer des grues en 3 jours et à lire des plans en 1 semaine. Les constructeurs navals traditionnels affirmaient que ces ouvrières ne pouvaient pas construire de navires de qualité. Elles manquaient des années d'expérience nécessaires au travail de précision des métaux. Le système de préfabrication de Kaiser ne requérait pas des années d'expérience. Il exigeait des ouvriers capables d'effectuer une tâche spécifique de manière répétitive et précise. Un soudeur dans les chantiers navals de Richmond n'avait pas besoin de comprendre l'architecture navale. Il devait savoir souder un type de joint précis, dans un type d'assemblage spécifique. Les plans lui indiquaient où les gabarits et les dispositifs maintenaient chaque pièce en place. Il passait d'une pièce à l'autre, soudant des joints identiques des dizaines de fois par poste. La répétition engendrait l'expérience. Au bout d'1 mois, les ouvriers étaient devenus rapides. Au bout de 2 mois, ils étaient devenus précis. Au bout de 3 mois, ils pouvaient travailler plus vite que les maîtres charpentiers, de marines traditionnelles, qui avaient passé des années à maîtriser leur art. Les Japonais ne pouvaient pas reproduire ce modèle. Les chantiers navals japonais employaient 300 000 ouvriers. Beaucoup étaient des artisans qualifiés, mais ils étaient dispersés sur des dizaines de chantiers. La formation des nouveaux ouvriers était lente, car les ouvriers expérimentés étaient trop occupés pour former. Plus important encore, la culture industrielle japonaise privilégiait le savoir-faire artisanal à la standardisation. Un ajusteur naval japonais qualifié était fier d'ajuster chaque pièce sur mesure, effectuant des réglages minutieux pour garantir un alignement parfait. Cette approche produisait de magnifiques navires, mais elle était lente. Les ouvriers américains ne procédaient à aucun ajustement sur mesure. Les pièces étaient fabriquées selon des spécifications précises dans des ateliers de préfabrication. Soit elles s'ajustaient, soit elles ne s'ajustaient pas. Si une pièce ne s'ajustait pas, elle était rejetée et une nouvelle était fabriquée. Cette approche permettait de produire rapidement des navires fonctionnels. Cette différence de philosophie reflétait l'écart de capacité industrielle. Le Japon disposait de quantités limitées d'acier, de machines-outils et de main-d'œuvre. Chaque pièce devait être utilisée. Le gaspillage était inacceptable. L'ajustement sur mesure garantissait qu'aucun déchet ne soit gaspillé. L'Amérique, quant à elle, disposait d'acier, de machines-outils et de main-d'œuvre en abondance. Si une pièce était défectueuse, on en fabriquait une autre. La rapidité primait sur la perfection. Les 2 approches avaient leur mérite, mais en temps de guerre, la rapidité l'emporta. Les Américains disposaient d'une main-d'œuvre suffisante pour se spécialiser. Une équipe construisait les cloisons, une autre les sections de pont, une autre encore installait les appareils de propulsion. Cette spécialisation augmentait la vitesse de production. Les chantiers navals japonais avaient besoin d'ouvriers polyvalents. Les ajusteurs navals devaient ajuster les coques, installer les machines et exploiter les systèmes électriques. Ces généralistes étaient
flexible mais plus lent, le chantier naval de Newport News Shipbuilding, qui a construit la plupart des porte-avions de la classe. Essex a développé des zones d'assemblage spécialisées pour les différents composants des porte-avions. Un bâtiment de 150 mètres de long était entièrement dédié à la fabrication des sections de ponts d'envol. De gigantesques ponts roulants déplaçaient les plaques d'acier des rayonnages de stockage vers les postes. De découpe, où des ouvriers munis de chalumeaux acétyléniques les découpaient selon les spécifications. Les plaques découpées étaient ensuite acheminées vers les postes de préparation, des bords, où les ouvriers chanfreinaient les arêtes avant le soudage. Elles passaient ensuite au gabarit d'assemblage, où elles étaient alignées et soudées par points. Enfin, elles atteignaient les postes de soudage où des équipes de soudeurs réalisaient les soudures définitives, en travaillant séquentiellement. Chaque soudeur était responsable d'une section spécifique. Une section complète de pont d'envol de 36,5 mètres de long sur 27,5 mètres de large nécessitait 8 jours, de l'acier brut à la pièce finie. Cette même section, construite selon les méthodes traditionnelles par une seule équipe travaillant sur la cale de halage, aurait nécessité 6 semaines. Un autre bâtiment fabriquait les ensembles d'ascenseurs. Les ascenseurs des porte-avions étaient des mécanismes complexes à entraînement hydraulique capables de soulever des avions de 30 tonnes du pont hangar au pont d'envol en 30 secondes. Les chantiers navals traditionnels installaient les ascenseurs pièce par pièce sur la coque du porte-avions. C'était un travail difficile dans des espaces confinés, exigeant un alignement précis et des essais approfondis. Newport News fabriquait des ascenseurs complets dans un atelier dédié. Chaque ascenseur était testé, réglé et vérifié avant d'être embarqué. Lors de l'installation, des grues levaient l'ascenseur complet et le mettaient en place. Le raccordement au système hydraulique prenait quelques jours au lieu de plusieurs semaines. Les systèmes de propulsion bénéficiaient d'un traitement similaire. Chaque porte-avions de classe Essex nécessitait 4 groupes de turbines, 8 chaudières, des réducteurs, des arbres d'hélice et des centaines de mètres de tuyauterie de vapeur. L'installation de ces machines prenait traditionnellement des mois. Newport News créa des modules de propulsion. Chaque module comprenait un groupe complet de turbines, 2 chaudières et toute la tuyauterie associée, préassemblée et testée. Les modules étaient construits dans une usine séparée, entièrement équipée d'instrumentation et de commandes. Ils étaient testés avec des raccordements de vapeur temporaires pour vérifier leur performance. Une fois la coque du porte-avions prête, des grues levaient le module de propulsion complet dans la salle des machines. Les techniciens raccordaient les conduites de vapeur, le câblage électrique et les systèmes de commande. L'installation complète prenait 3 semaines au lieu de 3 mois. Cette approche modulaire fut appliquée à tous les systèmes. Les systèmes radars étaient préassemblés et testés. Des mâts radars complets, avec antennes, émetteurs, récepteurs et alimentation électrique, étaient construits dans des ateliers d'électronique puis installés en tant qu'unité. Les quartiers de l'équipage étaient préfabriqués. Les compartiments de couchettes avec lit, casier, éclairage et ventilation étaient assemblés dans des ateliers spécialisés puis hissés à leur emplacement sur la coque. Même les petits éléments étaient standardisés. Chaque écoutille était identique. Chaque porte, chaque échelle, chaque conduit de ventilation, tout était construit selon des spécifications standardisées et s'adaptait aux ouvertures standards. Les ouvriers ne mesuraient, ne coupaient et n'ajustaient pas chaque pièce individuellement. Ils prenaient des composants préfabriqués dans l'entrepôt, les boulonnaient ou les soudaient en place, puis passaient à la tâche suivante. Les résultats. Des porte-avions qui passaient di la pose di la kilo lancement en 6 à 8 mois, puis bénéficiaient de 6 à 8 mois supplémentaires d'équipement et d'essais avant leur mise en service. Le délai total était de 14 à 16 mois, du début de la construction au porte-avions opérationnel. Le Japon ne pouvait pas égaler ce rythme car il lui manquait 3 éléments essentiels. Premièrement, il ne disposait pas de l'infrastructure industrielle nécessaire à une véritable production de masse. La préfabrication exigeait des usines capables de produire des milliers de composants identiques avec des tolérances de précision. L'industrie américaine avait bâti cette infrastructure au fil de décennies.
de production automobile, d'électroménager et de biens de consommation. Les usines étaient conçues autour de chaînes de montage, de pièces standardisées et de composants interchangeables. L'industrie japonaise, quant à elle, avait une expérience limitée de la production de masse. La plupart des productions étaient axées sur des travaux, sur mesure, à petite échelle. Les pièces de précision provenaient d'ateliers d'usinage spécialisés et non de chaînes de montage. Tenter de reproduire les méthodes de préfabrication américaines aurait nécessité la construction d'usines entièrement nouvelles, la formation d'une main-d'œuvre entièrement nouvelle et le développement de chaînes d'approvisionnement entièrement nouvelles. Le Japon manquait de temps, de ressources et d'expertise pour une telle transformation. De plus, il manquait de capacité en matières premières. La préfabrication est source de gaspillage. On découpe plus d'acier que nécessaire. On fabrique des pièces qui ne s'emboîtent pas et qui doivent être mises au rebut. On stocke des composants excédentaires pour éviter toute rupture de stock. Lorsque les chantiers navals Kaiser de Richmond ont construit un Liberty Ship, ils ont commandé 15% d'acier de plus que nécessaire. Cet acier supplémentaire couvrait les rebuts, les erreurs, les pièces rejetées et les réserves. Cette approche fonctionnait lorsque l'acier était abondant. Elle a échoué lorsque l'acier est devenu rare. Le Japon ne pouvait pas se permettre un tel gaspillage. Chaque tonne de tôle d'acier était précieuse. Il fallait minimiser les déchets, ce qui impliquait des ajustements sur mesure, un ralentissement du travail et des délais de construction plus longs. Troisièmement, l'infrastructure de transport faisait défaut. La préfabrication américaine fonctionnait, car les composants pouvaient être fabriqués partout dans le pays et acheminés par voie ferrée jusqu'au chantier naval. Un élément de cloison fabriqué en Pennsylvanie pouvait être chargé sur un wagon plat à destination de Newport News en 24 heures. 2 jours plus tard, il était soudé à la coque d'un porte-avions. Le réseau ferroviaire japonais était limité. La plupart des composants lourds étaient transportés par cabotage, une activité constamment menacée par les sous-marins américains. Une turbine construite à Kobe pouvait mettre 2 semaines pour atteindre Yokosuka par bateau. Si le navire coulait, ce qui arrivait régulièrement, la turbine était perdue et il fallait la remplacer. Ces vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement ont paralysé la construction navale japonaise plus gravement que tout autre facteur. Le déficit s'étendait à la logistique. Les chantiers navals américains recevaient acier, aluminium, cuivre, caoutchouc, composants électroniques, tout. Ce dont ils avaient besoin par voie ferrée et routière depuis des usines réparties sur tout le continent. Si un fournisseur rencontrait des difficultés, il existait des alternatives. Les chantiers navals japonais dépendaient du transport maritime. L'acier provenait des aciéries de Corée et de Mandchourie. Le cuivre était extrait des mines des Philippines. Le caoutchouc venait des Indes orientales néerlandaises. Toutes ces marchandises étaient transportées par des navires marchands qui étaient coulés à un rythme croissant par les sous-marins américains. En 1944, le Japon perdait des navires marchands plus vite que les chantiers navals ne pouvaient les remplacer. Les matériaux essentiels n'arrivaient pas. Les calendriers de construction étaient retardés car les chantiers navals attendaient. Des plaques d'acier, des pales de turbine et des câbles électriques. Les 2 porte-avions Unryu, le Katsuragi et l'Aeso, sont construits avec des moteurs destructeurs car les fabricants de turbines ne peuvent pas produire des installations d'énergie pour les porte-avions de flottaison suffisamment rapidement. Ces avions transportés seuls peuvent atteindre 25 nœuds au lieu de 34 nœuds. Les ports d'avions les plus lents signifient moins de flexibilité tactique, moins de capacité pour éviter les attaques, moins de capacité pour combattre les forces ennemies ou se retirer du crime. Les États-Unis ne sont pas en contact avec des compromis de compte. Chaque porte-avions de la classe Essex avait des systèmes de propulsion identiques, 150 000 chevaux de force à l'avion, 33 nœuds sans exception. Les Japonais se retrouvent également confrontés à une crise d'engagement des pilotes. Construire des porte-avions était seul à la hauteur du problème. Entreprendre des pilotes pour voler à partir d'eux était également critique. Avant la guerre, le Japon avait les meilleurs aviateurs navals du monde. Les pilotes s'entraînent pendant 2 ans avant de commencer à atterrir dans les avions. Pratique de la navigation, du tir, du vol en formation,
des opérations nocturnes à proximité des ports d'avion. Pour 1943, le Japon n'a pas 10 ans. Je n'ai pas 1 an. La guerra a marine estadounidense estaba destruyendo el transporte mercante japonés. Cela signifie moins de combustible pour les vues d'entraînement. Les programmes d'entraînement des pilotes se déroulent de 24 à 12 mois puis à 8 mois. Les pilotes sont diplômés des escadrons de flottaison avec 100 heures de vol au lieu de 500. Ils peuvent voler et disparaître, mais ils ont soin de l'expérience. Survivre dans la lutte contre les pilotes estadounidens vétérans. Saburo Sakai, l'un des meilleurs A du Japon avec 64 derribos, fut retraité du combat, selon les principes de 1943, pour servir comme instructeur de vol. Je suis fasciné par ce que j'ai découvert. Le programme d'entraînement est désactivé. Les instructeurs tenían demasiados estudiantes. Les cours sont apresuraban. Les capacités fondamentales sont omitiendo parce que vous n'avez pas le temps de les enseigner correctement. Sakai a écrit plus tard que les hommes devaient s'engager. Olvídense de los detalles. Solo enséñenles a volar y disparar. Les pilotes diplômés de ces programmes abrégés seront envoyés aux escadrons de porte-avions pour compléter les groupes aériens. Il y avait des valeurs, des dévouements, des différends, à mourir pour votre pays, mais aucune liste n'est établie. Lors de la bataille de la mer des Philippines en juin 1944, les Japonais envoyèrent 450 avions de transport contre les forces de l'Est. Les cazas estadounidenses derribaron 300 de ellos. Los estadounidenses llamaron la gran cacería de Patos de las Marianas. La bataille a démontré tout ce qui se passait dans les opérations de porte-avions japonais. En 1944, le Japon compromettait ses nouveaux ports d'avions dans la bataille. 3 avions de flottaison, Taiho, Shokaku, Zukaku, ces avions de combat légers, Chitose, Chiyoda, Shunyo, Hiyo, Ryuho et le reçu de la Comisión Onryu. Esos 9 portaaviones embarcaron 450 avions. C'était moins de la mitad de la capacité des avions que ces porteurs d'avions étaient conçus pour l'hébergement. Le Japon n'a tout simplement pas suffisamment d'avions pour équiper complètement ces avions. Peut-être que les pilotes qui volaient dans ces avions étaient inadéquatement engagés. Avant la guerre, les pilotes de avions japonais se sont entraînés pendant 2 ans avant de commencer leur combat. En juin 1944, les pilotes sont descendus dans les avions. Après 6 mois d'entraînement, vous pouvez vous déshabiller et vous attarder. Vous pouvez acquérir des formations de base. Je peux exploiter les systèmes de vos avions. Mais j'ai pris soin de l'expérience de combat pour survivre contre les pilotes estadounidenses vétérans qui volaient des avions supérieurs. La Fuerza de Tarea 58 estadounidense, commandée par l'amiral Mark Mitchell, a débarqué 15 avions. Elle est dotée d'avions de flottaison de classe Essex et d'autres avions légers. Ces avions embarquaient 956 avions, plus du double du total avions japonais, et ces avions américains étaient supérieurs à leurs homologues japonais. Le véhicule F6FL4 a une vitesse maximale de 380 miles par heure par rapport aux 340 miles par heure de la CIMET-0. Le Hellcat peut atteindre 450 milles par heure sans faute structurelle. La vitesse maximale du pic du zéro était de 360 mph. Le Hellcat est aveugle. Blindaje del piloto. Tanques de combustible autosellantes. Capot del motor blindado. Vous pouvez absorber un tremblement de terre pendant la bataille et poursuivre votre vol. L0 ne tient pas aveugle. Una seule Rafaga de Ametralladora a traversé le réservoir de combustible lançant de rire. Les barrades pilotes étaient catastrophiques parce que LN avait aucune protection. Le Hellcat montait 6 aiguilles de calibre .50 avec une puissance de feu combinée de 1800 secondes par minute. Al zero monte les canons de 20 mm et les metau de 7,7 mm. Bon armement, mais moins de puissance de feu soutenue par le Hellcat. Le plus critique est que les pilotes établis en juin 1944 étaient des vétérans du combat. El piloto de caza estadounidense, promedio, en la Fuerza de Tarea 58, tenía 200 horas de vuelo de combate. Muchos tenían 300 horas o más. Habían luchado en Tarawa, Truk,
Hollandia y docenas de enfrentamientos menores. Conocían las capacidades de sus aeronaves. Sabían cómo explotar las ventajas del Hellcat. Sabían cómo luchar contra los ceros y ganar. El piloto japonés promedio tenía 20 horas de vuelo de combate. Algunos no tenían ninguna. Estaban volando su primera operación de portaaviones contra la fuerza de aviación naval más grande y experimentada jamás reunida. El resultado fue predecible. El 19 de junio, Japón lanzó su primera ola de ataque a las 7:30 am. 69 aeronaves. El radar estadounidense los detectó a 150 millas. Los directores de caza dirigieron 40 Hellcats para interceptar. Los Hellcats impactaron la formación japonesa a 40 millas de los portaaviones. Derribaron 42 aeronaves en los primeros 10 minutos de combate. Las aeronaves japonesas supervivientes continuaron hacia los portaaviones. Encontraron una segunda ola de cazas estadounidenses, luego una tercera ola, luego fuego antiaéreo de los destructores y cruceros de escolta. 8 aeronaves lograron romper hasta los portaaviones. No lograron ningún impacto. 4 aeronaves regresaron a sus portaaviones. El primer ataque de Japón perdió el 94% de sus aeronaves. El segundo ataque, lanzado a las 8:56 am, no tuvo mejor suerte. 109 aeronaves se encontraron con la misma defensa escalonada. Los cazas estadounidenses destruyeron 97 de ellas antes de que alcanzaran el rango de ataque. El tercer ataque, 107 aeronaves, logró un solo impacto de bomba en el acorazado South Dakota, causando daños menores. El cuarto ataque se desorientó. Algunas aeronaves encontraron portaaviones estadounidenses, pero fueron ahuyentadas. Otras nunca localizaron al enemigo y regresaron a sus portaaviones con las bombas aún unidas. De 450 aeronaves lanzadas, 300 fueron derribadas. Otras 50 se estrellaron intentando aterrizar en portaaviones en la oscuridad después de la batalla. Japón perdió 350 aeronaves y sus pilotos en un día de combate. América perdió 29 aeronaves. Esa relación de intercambio D12, 1 a favor de América, reflejó las ventajas acumuladas de aeronaves superiores, pilotos superiores, doctrina superior y dirección de radar superior. También reflejó las consecuencias del programa fallido de construcción de portaaviones de Japón. Si Japón hubiera podido construir portaaviones tan rápido como América podrían haber desplegado 20 o 30 portaaviones en el mar de Filipinas en lugar de 9. Incluso con pilotos y aeronaves inferiores, 30 portaaviones habrían desplegado más de 1000 aeronaves. La pura cantidad podría haber abrumado las defensas estadounidenses. Pero Japón tenía 9 portaaviones y al final de la batalla, 3 de ellos habían desaparecido. Japón perdió 3 portaaviones en esa batalla: el Taiyo, el Shokaku y el Iyo. El Taiyo sobrevivió solo 3 meses después de su entrada en servicio. Fue alcanzado por un solo torpedo del submarino estadounidense Kabaja el 19 de junio. El daño debería haber sido manejable. La doctrina japonesa de control de daños era adecuada para impactos de torpedos, pero un joven oficial de control de daños cometió un error crítico. Ordenó que se encendiera el sistema de ventilación del barco para eliminar los vapores de gasolina de la cubierta del hangar. El sistema de ventilación extendió los vapores por todo el barco en lugar de ventilarlos por la borda. 6 horas después del impacto del torpedo, una chispa encendió el vapor de gasolina. La explosión destrozó el barco. Se hundió en minutos llevándose consigo a 1,272 hombres. 32 meses para construir, 3 meses en servicio, desaparecido. El Shokaku, uno de los portaaviones más exitosos de Japón veterano de Pearl Harbor, Mar del Coral, Santa Cruz, fue alcanzado por 4 torpedos del submarino Kabaja. Se hundió 7 horas después. El Iyo fue alcanzado por torpedos aéreos y bombas. Se incendió, perdió potencia y se hundió. Japón perdió 3 portaaviones en un día. Los estadounidenses no perdieron ninguno. A fines de 1944, la Fuerza de Portaaviones de Japón
estaba efectivamente acabada. En la batalla del Golfo de Leyte en octubre, los japoneses comprometieron sus portaaviones restantes como fuerza de señuelo. 4 portaaviones con casi ninguna aeronave a bordo navegaron hacia el norte, para alejar a los portaaviones estadounidenses del área principal de batalla. El plan funcionó. Las aeronaves de portaaviones estadounidenses atacaron la fuerza de señuelo. Hundieron los 4 portaaviones, pero el sacrificio no logró nada. Los portaaviones de escolta estadounidenses en el Golfo de Leyte, sin embargo, repelieron a la flota de superficie japonesa. La operación de señuelo le costó a Japón sus últimos portaaviones sin ninguna ganancia estratégica. El Suikaku, el último de los 6 portaaviones que atacaron Pearl Harbor, se hundió el 25 octubre de 1944. Había sobrevivido 3 años de combate. Fue hundido porque Japón ya no tenía suficientes aeronaves ni pilotos para defenderlo. Para noviembre de 1944, Japón no tenía portaaviones de flota operativos. América tenía 28. La ventaja industrial estadounidense no eran solo números, era sistémica. Cuando un portaaviones clase Essex era dañado en combate, navegaba a un astillero naval para reparaciones. Las reparaciones se completaban en semanas o meses, utilizando secciones de reemplazo, prefabricadas, piezas estandarizadas y enormes instalaciones de reparación. El USS Franklin fue alcanzado por 2 bombas el 19 de marzo de 1945 mientras operaba frente a la costa japonesa. Las bombas penetraron la cubierta de vuelo y explotaron en el hangar, desencadenando explosiones secundarias de aeronaves abastecidas de combustible y armadas. Los incendios ardieron durante horas. 87 hombres murieron. El barco estaba a la deriva e inoperable, escorado, ardiendo con polvorines amenazando con explotar. Cualquier otra armada habría abandonado el barco. El Franklin estaba claramente perdido. Pero los equipos de control de daños estadounidenses combatieron los incendios, estabilizaron la escora, hicieron funcionar los motores. El Franklin navegó a Pearl Harbor por su propia potencia a 14 nudos. Desde Pearl Harbor, transitó al astillero naval de Brooklyn para 2 reparaciones. El barco llegó a Brooklyn el 28 de abril de 1945. La guerra terminó antes de que pudiera volver al servicio, pero sobrevivió. Ese nivel de control de daños era imposible para Japón. Los portaaviones japoneses, alcanzados por ataques importantes, usualmente se hundían o eran echados a pique. Japón carecía de las instalaciones de reparación, las piezas de repuesto, los equipos entrenados de control de daños para salvar barcos gravemente dañados. La diferencia entre la capacidad industrial estadounidense y japonesa se manifestó en cada aspecto de las operaciones de portaaviones. Los portaaviones estadounidenses tenían radar. El radar de búsqueda aérea tipo SK podía detectar aeronaves entrantes a 90 millas. El radar de determinación de altura tipo SM podía determinar la altitud. Los directores de caza utilizaban el radar para dirigir interceptores hacia los ataques entrantes, antes de que llegaran a la flota. Los portaaviones japoneses tenían radar limitado. Los modelos tempranos podían detectar aeronaves a 30 millas bajo condiciones ideales. Las operaciones nocturnas y el mal tiempo degradaban significativamente el rendimiento. Los directores de caza japoneses dependían de la observación visual y los informes de radio de los buques piquete. Los portaaviones estadounidenses tenían proyectiles antiaéreos con espoleta de proximidad. La espoleta BT utilizaba un radar en miniatura para detectar aeronaves cercanas y detonar el proyectil automáticamente. Las espoletas de proximidad aumentaron la efectividad antiaérea de 5 a 10 veces en comparación con las espoletas de contacto o de tiempo. Los portaaviones japoneses usaban espoletas de contacto y de tiempo. Los proyectiles tenían que golpear el objetivo directamente o ser cronometrados para explotar a la altitud correcta. Ambos métodos eran mucho menos efectivos que las espoletas de proximidad.
Los portaaviones estadounidenses tenían mejores aeronaves. El caza F-6 F Hellcat podía superar a la 6 M0 en casi todas las categorías. Mejor velocidad, mejor tasa de ascenso, mejor velocidad de picado, mejor protección, mejor armamento. Los portaaviones japoneses todavía dependían del Zero, que no había sido mejorado significativamente desde 1941. El Zero era más ligero y maniobrable que el Hellcat, pero era más lento, más frágil y carecía de la potencia de fuego para destruir rápidamente las aeronaves estadounidenses fuertemente blindadas. Los portaaviones estadounidenses tenían una mejor doctrina. Los barridos de cazas despejaban el espacio aéreo enemigo antes de los ataques. Las patrullas aéreas de combate protegían la flota de los ataques entrantes. Las interceptaciones dirigidas por radar colocaban a los cazas en posición antes de la llegada de los ataques enemigos. La doctrina de portaaviones japonesa se basaba en el asalto total, lanzar todo, golpear al enemigo con la máxima fuerza, esperar hundir los portaaviones antes de que pudieran contraatacar. Esa doctrina funcionó en Pearl Harbor, cuando la sorpresa fue completa. Falló en Midway, cuando los portaaviones estadounidenses estaban esperando. Falló en el mar de Filipinas, cuando el radar estadounidense dio una alerta temprana y los cazas estadounidenses masacraron el ataque entrante. Para 1945, la Armada japonesa había dejado de existir efectivamente como fuerza de combate. Japón todavía tenía acorazados, cruceros, destructores, pero sin portaaviones para cobertura aérea, esos barcos no podían operar en áreas donde las aeronaves de portaaviones estadounidenses pudieran alcanzarlos. Los pocos portaaviones japoneses restantes fueron relegados a tareas de entrenamiento o roles de transporte porque Japón carecía de los pilotos y aeronaves para operarlos eficazmente. La Armada de los Estados Unidos tenía más poder aéreo de portaaviones que todas las demás armadas del mundo combinadas. La Fuerza de Tarea 38, operando frente a Japón en julio de 1945, incluía 17 portaaviones de flota y 6 portaaviones ligeros. Esos portaaviones embarcaron más de 1.500 aeronaves. Toda la fuerza de ataque podría haber sido ensamblada, lanzada y recuperada en menos de 2 horas. Japón no tenía absolutamente nada para contrarrestar ese nivel de poder aéreo. Los ataques de los portaaviones estadounidenses se extendieron libremente por Japón atacando aeródromos, fábricas, puertos, bases navales, cualquier cosa que se moviera. Las defensas aéreas japonesas fueron abrumadas. Los cazas japoneses fueron superados en número 10-1 o 20-1. La guerra terminó el 15 agosto 1945. Japón había comisionado 6 portaaviones durante la guerra, 3 portaaviones de flota clase Unryu, 3 portaaviones ligeros convertidos. América había comisionado 20, 4 portaaviones de flota clase Essex, 9 portaaviones ligeros clase Independence y más de 100 portaaviones de escolta. La proporción final fue aproximadamente de 20-1. Por cada portaaviones japonés construido durante la guerra, 20 portaaviones estadounidenses. Esa proporción contaba la historia de cómo la capacidad industrial determinó el resultado de la Guerra del Pacífico. Japón entró en la guerra con la mejor fuerza de portaaviones del mundo, construida durante 20 años por los arquitectos navales y constructores de barcos más experimentados de Asia. América entró en la guerra con una fuerza de portaaviones no probada, construida por astilleros que tuvieron que aprender la construcción de portaaviones sobre la marcha. Pero América tenía algo que Japón no podía igualar: capacidad industrial, materias primas, innovación tecnológica, la capacidad de aprender, adaptarse y escalar la producción a niveles que parecían imposibles. Las lecciones de la carrera de construcción de portaaviones se extendieron mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La capacidad industrial importa más que la brillantez táctica.
Japón tenía una mejor doctrina de portaaviones en 1941. Mejores pilotos, mejores aeronaves, mejor experiencia operativa. Ganaron todas las batallas durante los primeros 6 meses, pero las ventajas tácticas se erosionan. Los pilotos mueren. Las aeronaves se vuelven obsoletas. La doctrina evoluciona. Las ventajas industriales se acumulan. Cada nuevo portaaviones que América construyó facilitó la construcción del siguiente. Cada trabajador capacitado hizo que capacitar al siguiente trabajador fuera más rápido. Cada componente estandarizado hizo que la cadena de suministro fuera más eficiente. Para mediados de 1943, la construcción de portaaviones estadounidense se había convertido en un sistema que se autorreforzaba. Los astilleros estaban completando portaaviones más rápido de lo que podían entrenar tripulaciones para ellos. Japón nunca logró ese impulso. Cada portaaviones que construyeron consumía recursos necesarios para el siguiente. Cada trabajador entrenado restaba tiempo a la producción. Cada componente estandarizado requería reequipar fábricas que ya estaban sobrecargadas. La brecha se amplió exponencialmente. A principios de 1942, Japón tenía 8 portaaviones operativos. América tenía 3. Para mediados de 1943, Japón tenía 6 portaaviones operativos. América tenía 14. Para mediados de 1944, Japón tenía 7 portaaviones operativos. América tenía 32. Para principios de 1945, Japón tenía 0 portaaviones operativos. América tenía 39. La progresión no fue lineal, fue geométrica. La fuerza de portaaviones estadounidenses se duplicó, luego se triplicó, luego se cuadruplicó, mientras que la fuerza japonesa disminuyó. Ese patrón se repitió en cada categoría de construcción naval. Japón construyó 6 portaaviones de flota durante la guerra. América construyó 24 portaaviones clase Essex. Japón construyó 3 portaaviones ligeros durante la guerra. América construyó 9 portaaviones ligeros clase Independence. Japón no completó ningún portaaviones de escolta durante la guerra. América completó 77 portaaviones de escolta. Clase Casablanca más docenas de otros tipos de portaaviones de escolta. Construcción total de portaaviones. Japón produjo 9 portaaviones durante 3 años y medio de guerra. América produjo 110 portaaviones en el mismo periodo. La proporción fue aproximadamente de 12. 12 portaaviones estadounidenses por cada portaaviones japonés. Pero incluso esa proporción subestima la brecha real. Los portaaviones estadounidenses eran más grandes, transportaban más aeronaves, tenían mejor radar, mejores defensas antiaéreas, mejor control de daños, mejor todo. Un portaaviones clase Essex podía operar 90 aeronaves. Un portaaviones clase Unryu podía operar 65 aeronaves. Un portaaviones clase Essex podía alcanzar 33 nudos. Algunos portaaviones japoneses equipados con motores de destructor de emergencia apenas podían alcanzar 25 nudos. Un portaaviones clase Essex tenía una cobertura de radar completa. Los portaaviones japoneses tenían un radar limitado que a menudo fallaba en momentos críticos. Así, la ventaja numérica de 12-1 se tradujo en aproximadamente 20-1 en capacidad de combate real. El valor de poder de combate de 20 portaaviones estadounidenses por cada portaaviones japonés. Ese nivel de superioridad hizo que el combate naval en el Pacífico fuera unilateral después de mediados de 1944. Las fuerzas de superficie japonesas no podían operar dentro del alcance de los portaaviones estadounidenses sin ser destruidas. Las bases japonesas no podían funcionar dentro del alcance de los portaaviones estadounidenses sin ser neutralizadas. Las líneas de suministro japonesas no podían funcionar dentro del alcance de los portaaviones estadounidenses sin ser cortadas. La guerra
del Pacífico se convirtió en una guerra de la aviación, portaaviones estadounidense bombardeando a Japón hasta someterlo, mientras las fuerzas japonesas observaban impotentes desde detrás de perímetros defensivos que se encogían a diario. Para julio de 1945, las fuerzas de tarea de portaaviones estadounidenses operaban frente a la costa japonesa con impunidad. Lanzaron ataques de miles de aeronaves contra ciudades japonesas. Las defensas aéreas japonesas fueron abrumadas. Los cazas japoneses fueron superados en número 50-1. La guerra terminó no por las bombas atómicas, aunque éstas proporcionaron una excusa conveniente para que los líderes japoneses se rindieran. La guerra terminó porque Japón no tenía capacidad militar restante para resistir. La aviación de portaaviones destruyó esa capacidad y la producción de portaaviones creó la aviación de portaaviones que ganó la guerra. Henry Kaiser, el constructor de presas que no sabía nada de barcos, revolucionó la construcción naval aplicando técnicas de producción en masa. Newport News Shipbuilding, el constructor tradicional de portaaviones, aprendió de Kaiser y redujo los tiempos de construcción a la mitad. Los trabajadores de los astilleros de Richmond, muchas de ellas mujeres que nunca habían sostenido una llave inglesa, antes de 1942, construyeron portaaviones en meses, que deberían haber tardado años. Juntos, construyeron una flota que abrumó a Japón mediante la pura potencia industrial. Los japoneses entendieron demasiado tarde que habían perdido la guerra en el momento en que la comenzaron. El almirante Yamamoto les había advertido. Dijo que Japón podría ganar batallas durante 6 meses, quizás un año. Después de eso, el poder industrial estadounidense los sepultaría. Tenía razón, pero incluso Yamamoto subestimó la rapidez con que se movilizaría la industria estadounidense. Pensó que a América le tomaría 2 años construir portaaviones de reemplazo para las pérdidas en Pearl Harbor y el Mar del Coral. Le tomó 9 meses. Pensó que la producción de portaaviones estadounidense alcanzaría un máximo de 8 a 10 portaaviones por año. América produjo 18 portaaviones, solo en 1943. Pensó que a los pilotos estadounidenses les tomaría años desarrollar las habilidades para igualar a los aviadores japoneses. Los pilotos estadounidenses superaban en combate a los aviadores japoneses a principios de 1943, menos de 18 meses después de Pearl Harbor. Cada suposición que los japoneses hicieron sobre la capacidad industrial estadounidense estaba equivocada. Cada suposición subestimó la capacidad de América para movilizar recursos, capacitar trabajadores y producir armas a escalas que Japón no podía imaginar. El título de esta historia no es del todo preciso, pero capta la verdad esencial. Japón construyó 6 portaaviones en 3 años de guerra. El número exacto varía dependiendo de cómo se cuenten las conversiones y reclasificaciones, pero 6 es la cifra comúnmente aceptada para los portaaviones de flota construidos específicamente para tal fin y completados en tiempos de guerra. América construyó 17 portaaviones de flota clase Essex durante los años de guerra. El número exacto es 17 porque 8 más estaban en construcción cuando la guerra terminó y fueron completados después o cancelados. Pero 17 subestima la producción de portaaviones estadounidense, incluyendo los portaaviones ligeros Class Independence, 17 más 9 igual a 26, incluyendo los portaaviones de escolta clase Casablanca, 26 más 77 igual a 103, incluyendo todas las demás clases de portaaviones de escolta, son más de 130 portaaviones en total comisionados durante la guerra. El título dice que dejaron de contar. Eso no es literalmente cierto. La Armada contaba cada barco, pero los números se hicieron tan grandes que los portaaviones individuales dejaron de importar estratégicamente. Para fines de 1944, perder un portaaviones combate era tácticamente desafortunado, pero estratégicamente irrelevante.
Otro portaaviones llegaría el próximo mes. Japón perdió un portaaviones y fue una crisis nacional. Se ofrecieron oraciones, se celebraron servicios conmemorativos, se lanzaron recriminaciones contra los comandantes navales que no lograron proteger activos irreemplazables. La respuesta emocional y estratégica a las pérdidas de portaaviones lo dice todo sobre la brecha industrial entre las dos naciones. Para Japón, cada portaaviones era precioso. Perder uno significaba meses o años para reemplazarlo. Para América, cada portaaviones era importante. Perder uno significaba esperar semanas por el reemplazo que ya estaba en construcción. Esa diferencia, más que cualquier batalla, o el genio de cualquier almirante, o cualquier innovación táctica, determinó el resultado de la guerra. La capacidad industrial ganó la guerra del Pacífico. No el coraje, no el sacrificio, no la brillantez táctica, no el espíritu guerrero, sino el acero, las antorchas de soldadura y las líneas de montaje. Esa lección sigue siendo relevante hoy para cualquiera que estudie la guerra, la estrategia o la competencia internacional. Las guerras se ganan en las fábricas mucho antes de que se decidan en los campos de batalla. Los japoneses entendieron lo que estaba sucediendo el vicealmirante Ozawa, de pie en el puente del Taijo en marzo de 1944. Conocía los números. Sabía que Japón había perdido, pero entender el problema y resolverlo eran cosas diferentes. Japón no podía construir más astilleros. Carecían del acero, las máquinas herramienta, los trabajadores, la infraestructura logística. Japón no podía entrenar a más pilotos. Carecían del combustible los instructores del tiempo. Japón no podía aumentar la producción de acero. Carecían del carbón, el mineral de hierro, la capacidad de transporte. Cada aspecto de la capacidad industrial japonesa estaba limitado por recursos que se estaban agotando. Cada aspecto de la capacidad industrial estadounidense se estaba expandiendo. Para 1945, los astilleros estadounidenses estaban botando portaaviones que no necesitaban. Algunos portaaviones clase Essex se completaron después de que terminó la guerra. Nunca dispararon un tiro en combate, pero existían. Se ordenaron 32 portaaviones clase Essex. 24 fueron completados. 8 fueron cancelados cuando terminó la guerra. Japón nunca construyó los 14 portaaviones clase Unryu que planearon. Completaron 3. 6 más estaban en construcción cuando terminó la guerra. 5 nunca se iniciaron. La brecha entre la capacidad estadounidense y la capacidad japonesa no era pequeña, era absoluta. La guerra del Pacífico se decidió en los astilleros, no en las batallas. Las batallas determinaron cuándo terminó la guerra. Los astilleros determinaron quién ganaría. Y los astilleros estadounidenses, con sus técnicas de prefabricación, sus innovaciones en soldadura, sus diseños estandarizados, sus ejércitos de trabajadores que nunca antes habían construido barcos, aplastaron. El poder naval de Japón, mediante la pura producción industrial, el título no estaba equivocado. Los japoneses construyeron 6 portaaviones en 3 años de guerra. Los estadounidenses construyeron 17 portaaviones de flota. Clase Essex dejaron de contar los portaaviones de escolta después, de 100, y aún les quedaba capacidad de astilleros para construir buques, mercantes, lanchas de desembarco y buques Liberty por Miles. Esa disparidad, más que cualquier batalla, cualquier estrategia, cualquier innovación táctica, determinó el resultado de la guerra en el Pacífico. Si encontró esta historia convincente, por favor tómese un momento para darle me gusta a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbase para mantenerse conectado con estas historias. Cada una importa, cada una merece ser recordada. Nos encantaría saber de usted.